Bienvenue dans l'émission Résonance de l'immigration, dialogue interactif pour une francophonie plurielle inclusive. Chaque semaine, découvrez des nouveaux groupes de discussion et des témoignages de jeunes franco-ontariens issus de l'immigration et de professionnels œuvrant pour l'intégration en Ontario. Expériences, défis, succès et organismes clés dans la lutte contre l'oppression systémique. Résonance de l'immigration au cœur de l'intégration. Ce projet est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Résonance de l'immigration. Ici Nathalie Salmeron au micro avec vous et avec vous également sur YouTube. Une émission un petit peu particulière puisque c'est l'émission de conclusion de ce beau projet. Je rappelle d'ailleurs que ce projet est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Avec moi pour revenir un petit peu sur ce projet, eh bien j'ai la chance d'avoir avec moi Kendra Oulahi et Rifat Mouela. Comment ça va tous les deux? Ça va bien. Bonjour, ça va Bonjour. bien, merci. Je suis contente de vous avoir avec moi parce que vous-même, vous avez pu partager à ce... Enfin, vous avez pu participer surtout à ce projet d'émission. C'est un projet d'émission que je trouve sympa parce que pour le coup, ça rappelle un petit peu les parcours d'immigration. Vous, moi, on n'est pas nés ici, donc forcément, on a un parcours. Et le truc avec les parcours d'immigration, c'est qu'il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas un truc qui doit être fait absolument, parce qu'on a chacun déjà un pays d'origine qui est différent. Donc forcément, avec des visas qui peuvent être différents, des façons d'arriver un peu différentes. Le truc, par contre, qui nous rassemble, c'est notre francophonie, parce que ça, pour le coup, on est tous arrivés d'un pays francophone. En arrivant ici, c'est pas forcément évident tout le temps. Moi, j'ai eu la chance de faire vos interviews, donc j'ai un peu en tête vos parcours. Mais du coup, pour ceux qui n'ont pas forcément visualisé encore, parce que peut-être que du coup, ça va leur donner envie de regarder vos portraits, mais est-ce que vous pourriez vous représenter, les amis? Comme ça, tout le monde vous connaît. Kendra, je te laisse commencer. Bonjour, moi je m'appelle Kendra Oulahi. Je suis étudiante au Collège Boréal et stagiaire en ce moment à Choc FM. Et toi, tu viens d'où pour rappeler un petit peu? Je viens de la Côte d'Ivoire, je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Mais pour ceux qui regarderont ou qui ont déjà regardé le portrait de Kendra, Kendra, elle a cette particularité d'avoir grandi dans plusieurs pays d'Afrique. Du coup, c'est vrai que toi, ton immigration, elle s'est limite fait en plusieurs étapes, en fait. Parce que exactement. La Côte d'Ivoire, c'était le pays de naissance, on va dire. Oui. Puis après, il y a eu le Cameroun, il y a eu le Burundi. Je crois que c'était dans cet ordre-là. C'est ça. Ouais. Et après, du Burundi, tu es arrivé directement au Canada. Non, du Cameroun plutôt. Ah, c'était donc Burundi, Cameroun. Burundi et Cameroun. Ok. Ouais, donc c'est vraiment un parcours en plusieurs étapes, c'est hyper intéressant du coup. Rifat, je te laisse également te présenter. Oui, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Rifat Mouela, étudiant à la Cité collégiale. Je suis stagiaire ici à Choc FM et je viens de la République démocratique du Congo. Et toi, ça fait déjà un petit bout de temps que tu es là par contre? Oui, plus de 15 ans, je peux dire. Ouais, alors que toi, pour le coup, ça fait... À peine 2 ans. À peine 2 ans, ouais, c'est ça. Vous avez participé à ce projet. C'est vrai que quand je vous l'ai présenté, je vous ai un peu dit « Oh, il y a ce projet, il faut absolument que vous participiez, ça va être trop cool et tout. » Mais qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? Est-ce que justement, les émissions un petit peu comme ça, qui traitent d'immigration, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Qu'est-ce que vous en avez pensé de façon un petit peu large, tous les deux? Moi, c'est quelque chose qui m'intéressait quand je suis arrivée ici, mais je n'avais pas vraiment idée de quel point c'était quelque chose à vraiment creuser du coup, parce que j'ai quand même écouté pas mal de parcours de personnes qui ont participé à l'émission et on se rend compte que c'est des choses sur lesquelles vraiment on doit s'appuyer parce que c'est différent d'une personne à une autre et ça peut être compliqué comme plus facile pour certains. Donc je pense que oui, c'est quelque chose sur un point sur lequel j'ai envie de m'approfondir sur le long terme. Et toi, Rifat, qu'est-ce que tu en as pensé de ce projet d'émission? Ce projet d'émission, selon moi, ça a été pour moi, j'étais intéressé. En même temps, comme Kendra a dit aussi, je faisais un peu de mes recherches sur la plateforme sur YouTube, comment les gens parlaient sur leur parcours d'immigration. Et je me suis dit, bon, ça peut en fait aider aussi les autres lorsqu'ils viennent ici dans ces pays comme immigrants, ils peuvent avoir certaines informations concernant comment intégrer dans ces pays. Donc, je peux dire oui. Et est-ce que de manière générale, parce que bon, on va pas se mentir, toi tu es à la Cité, toi tu es au Collège Boréal,
on va pas se mentir, beaucoup d'étudiants viennent d'ailleurs. Et c'est ça qui fait un peu la richesse aussi de ces écoles, on va pas se mentir, c'est que chacun amène un petit bout de sa culture, un petit bout de son pays d'origine. Et du coup, tous ensemble, je trouve que ça fait un melting pot, un petit patchwork plutôt cool. Mais est-ce que du coup, les parcours d'immigration des autres, ça vous inspire aussi un peu? Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas réellement de bonnes ou de mauvaises techniques quand on a. Peut-être la seule bonne technique, et c'est un vrai conseil, c'est renseignez-vous un minimum avant d'arriver, parce que nulle part dans le monde on vous attend avec un tapis rouge en vous disant hey, tu es l'élu, on t'attendait depuis si longtemps. Donc voilà, se renseigner sur un petit peu comment fonctionne la ville, comment ça fonctionne les saisons aussi, parce que c'est sûr que si on arrive en plein hiver, ça va être un peu plus un décalage, ça dépend d'où on vient, sauf si on vient de la Laponie, mais je pense que sinon on est toujours un petit peu choqué par le froid ou ces genres de choses-là. Mais est-ce que par exemple, même dans vos cursus scolaires à l'école, vous avez tendance à discuter un petit peu des parcours d'immigration avec vos camarades, ou en général le parcours d'immigration c'est un truc un peu personnel et on n'en parle pas trop? Ouais, moi je dirais oui. J'ai certains de mes collègues aussi qui viennent, pas juste de la République démocratique du Congo, mais les autres du pays de l'Haïti, certaines du Sénégal. Et ils m'ont parlé concernant comment ils ont pu faire des démarches pour venir intégrer dans ces pays en faisant comme étude, comme programme. Et ils disaient que lorsqu'ils sont venus dans ces pays, ils ont passé par des moments un peu de dépression, de chômage, comment ils avaient la difficulté de se maintenir avec ce qui se passe dans ces pays. Genre, et pour moi, j'ai eu ça comme une inspiration. Genre, comment maintenant, aujourd'hui, ils ont même de travail et ils sont sortis aussi de cette chômage et aussi de leurs problèmes qu'ils sont en train de traverser, faire face. Donc, je peux dire comme ça. Ouais. Et toi, Kendra, est-ce que tu remarques que c'est quelque chose de facile à discuter, les parcours d'immigration, ou justement, vu que c'est pas forcément, comme Rifat l'a dit, un parcours tout rose, il y a des moments où c'est difficile, le côté un peu dépression et tout, je comprends totalement, parce que souvent, comme toi, par exemple, t'es arrivée toute seule, du coup, c'est un peu dur, des fois, de se retrouver clairement un peu seule contre le reste du monde. Est-ce que du coup, avec tes camarades de classe ou tes copines, tu vois, avec ton entourage, on discute un petit peu de parcours d'immigration, ou ça a tendance à rester quand même un peu tabou? Au début, oui, c'est quelque chose dont les gens n'aiment pas forcément parler. Mais à la longue, à force de créer des affinités, ça en parle. Donc, moi, j'ai été inspirée vraiment dans deux sens. Dans le sens où il y en a qui viennent. Par exemple, moi, je suis venue ici grâce à mes parents. Ils ont payé mes frais, tout ce qu'il fallait. Mais il y en a qui viennent vraiment par leur propre poche. Et c'est parfois plus compliqué, ne serait-ce que pour arriver ici. Et quand ils arrivent avec cette idée d'avoir tout payé par eux, d'avoir vraiment fait des choses là-bas au pays, pouvoir venir ici et de tomber dans encore un autre monde où il faut encore chercher du travail, c'est vraiment deux volets totalement opposés, parce que moi, je suis venue sans vraiment réfléchir vraiment à comment j'allais payer ça. Je vois qu'il y en a qui sont venus ici en se battant et qui même ici continuent encore à se battre. Donc, c'est inspirant dans ces deux sens-là, oui. Et justement, tous les deux, vous avez parlé un petit peu de personnes qui se sont battues, des personnes avec des moments un peu difficiles, des moments un peu, on va dire, d'état un peu dépressif, même si la dépression est une maladie en tant que telle, donc on va plus parler d'état un peu dépressif, ou de chômage, des trucs qui sont un peu difficiles et tout. Est-ce que justement, en écoutant les parcours d'immigration des gens, vous vous rendez compte à quel point c'est difficile, ou alors en général, les gens ont tendance à mettre en lumière que les bons trucs, et puis à force de rencontrer ces personnes, de discuter un peu avec elles, et on creuse un petit peu, puis c'est là où on se rend compte que c'est difficile. Parce qu'en général, quand on rencontre quelqu'un, par exemple à l'école, on va pas forcément mettre en avant « Ah, tu sais, moi j'ai galéré pendant 1000 ans ». On va plus dire « Ouais, c'est un peu dur, mais j'ai vite trouvé mon truc ». C'est plus en rentrant dans le détail, en prenant le temps. C'est pour ça que nous, cette émission, c'est du long format, on prend le temps, parce que c'est toujours un peu difficile de se raconter, je trouve, surtout si on a passé des moments un peu difficiles. Mais voilà, est-ce que vous trouvez que ces parcours d'immigration, c'est plus en creusant qu'on en apprend, parce que les gens, ils vont pas forcément, au premier abord, vous raconter toute leur vie, en fait? Oui, c'est ça. Moi, je pense que c'est vraiment plus en creusant. Parce que tu peux voir quelqu'un, mais tu peux pas s'imaginer ce qu'il fait, ce qu'il vit. Non, donc c'est vraiment plus en parlant avec ces personnes-là que tu te rends compte qu'en fait, tu vois une personne qui a l'air bien, mais dans le fond, ça va pas forcément.
Oui, donc c'est vraiment plus en creusant. C'est comme un peu sur les réseaux sociaux, des fois on voit la vie des gens et on se dit waouh, c'est génial, sa vie a l'air extraordinaire. Sauf que bon, sur les réseaux sociaux, on va pas se mentir, c'est les paillettes, le superstar, tout est bien, tout est beau, tout est rose. Mais on ne sait pas que ça se trouve là, le plan qu'elle fait avec son téléphone, c'est stylé, mais autour, il y a peut-être que des cartons et ça va pas, et elle a peut-être pas de travail, et au final, elle dort peut-être même sur un matelas au sol parce qu'elle a même pas d'argent pour acheter. Donc des fois, il y a ce truc aussi de... Parce qu'il y en a beaucoup des gens qui maintenant sont sur les réseaux sociaux et qui sont un peu genre, ah bah voilà, si vous arrivez dans tel pays, regardez, moi je vais vous amener une journée avec moi en tant que nouvel immigrant. On en voit plein maintenant, peut-être pas en tant que nouvel immigrant, mais je viens d'arriver dans telle ville, ma première journée, machin. Ça a l'air tellement génial à chaque fois. Le petit café, super, avec le petit design, le petit dessin là sur le matcha. Et puis après, la salle de sport. Et puis elle a des amis, ils vont boire un verre. Elle est dans un petit café, elle travaille. Je pense qu'en vrai, ça prend un peu plus de temps avant de trouver ses marques. Vous avez pris combien de temps avant de trouver réellement vos marques et avant de vous sentir, entre guillemets, à la maison à Toronto? Moi, pas beaucoup de temps. Ouais, ça c'est vite fait. Parce que quand je suis arrivée ici, j'étais avec quelqu'un, avec une amie. Donc, qui elle était déjà installée un peu. Ça faisait 1 an qu'elle était là déjà. Donc, ça n'a pas été compliqué parce qu'elle avait déjà un cercle d'amis. Elle m'a montré pas mal de choses. Donc, et vous aviez plus ou moins le même âge? Je suis un peu plus âgée, mais pas de beaucoup d'années. Et c'est pratiquement les mêmes délires. Donc, quand tu tombes sur quelqu'un avec qui ça match, c'est beaucoup plus facile de t'intégrer. Donc, moi, j'ai pas vraiment de problème par rapport à ça. Et toi, Rifat? Bon, pour moi, comme je disais dans l'autre émission, c'était mon père qui m'avait amené ici dans ces pays. Et bien sûr, nous avons eu un peu aussi de difficultés. Comme nous sommes venus ici, dans ces pays, le Canada, bien sûr, là où mon père était en train de résider, il y avait juste un seul appartement et une seule chambre. Et on devait aller dans le foyer, comme on dit en anglais, shelter, pour trouver un appartement de 3 chambres, moi et ma sœur, et ma famille en fait, afin de vivre dans une bonne condition. Et voilà, c'était pas facile, mais ça nous avait eu un peu comme 1 année, 1,5 ou 2 ans pour être bien positionné, afin d'être stable. Ouais. Et avant de te sentir vraiment à la maison à Toronto, avoir tes petits réflexes, l'endroit où tu aimes bien aller manger avec tes amis, je sais pas si tu aimes bien sortir de temps en temps, ou un ciné que tu aimes bien, machin, ça t'a pris combien de temps? Parce que toi, tu es arrivé assez jeune. Oui, à l'âge de 10 ans. Ouais. Et honnêtement, c'était aussi un peu dur pour moi de s'habituer avec le régime d'ici. Régime alimentaire, tu veux dire? Oui, alimentaire, et aussi comme sortir, aller visiter aussi certaines places. Comme de général, je suis quelqu'un un peu de nature aussi un peu timide, mais j'aimerais dire que je partais plus. Lorsque par exemple mon père me disait on sort, on puisse aller quelque part, moi je disais toujours non. Mais après un moment, je me suis adapté en fait de sortir de ces zones de confort et puis de visiter plusieurs endroits au Canada, et aussi d'avoir l'habitude au régime alimentaire. C'est marrant que tu parles de nourriture et tout, parce que c'est un truc qui était revenu même avec toi, Kendra, et tout. Est-ce que ça vous a pris du temps pour justement bien retrouver ces aliments qui font que ça goûte un petit peu comme à la maison? Je sais que toi, Kendra, on en avait parlé pendant ton portrait. Combien de temps ça t'a pris et comment t'as fait pour trouver justement un petit peu les aliments qui te font penser à la maison en fait? Moi, ça m'a pris, je peux dire, 1 mois et demi. Ça n'a pas été très facile de trouver, mais j'ai quand même trouvé parce que j'ai fait des recherches. Et parce que, comme je dis, je suis venue dans un environnement déjà avec des personnes qui avaient vécu ici un peu plus longtemps que moi. Donc, j'ai demandé aussi. Mais c'était difficile de trouver. Et encore plus dur d'adapter mon plan financier à cet achat en fait, dans le mois par rapport à mes dépenses. Donc, c'est facile de trouver si on veut vraiment chercher. Mais il faut aussi avoir un bon budget aussi pour pouvoir vraiment se sentir comme chez soi si tu vis sur Toronto. C'est pas forcément évident pour tous les budgets en tout cas. Non. Toi, tu trouves qu'il y a réellement une différence de tarif entre, par exemple, le budget moyen d'un repas ou de tes courses à la semaine que tu pouvais faire, par exemple, avant dans ton pays d'origine, et là, arrivé à Toronto, c'est du simple au double ou pas autant? C'est du double. Ah ouais. Pratiquement, ouais.
Ouais, donc ça veut dire, voilà, préparer un budget si vous voulez manger. Manger, oui. Sinon, moi, par exemple, je mange africain, disons, pratiquement tous les jours. Donc, oui, ça me demande un budget. Mais il y en a qui vont peut-être vouloir juste goûter de temps en temps un plat de chez eux. Donc, ça peut être moins par rapport à mon budget à moi. Donc. Et justement, tout à l'heure, nous, en antenne, on en a un peu discuté, mais tu as trouvé une boutique, notamment cette dame congolaise là qui tient. Est-ce que tu peux partager la boutique? La boutique est sur Dundas. Je ne l'ai pas vraiment en tête. Mais c'est vraiment sur Dundas. Près du centre-ville, près du Eaton Center, pas trop loin par là, c'est ça? Je peux pas. Par exemple, je connais le bus pour y aller, c'est le bus 65, là, par rapport à là où tu vis pratiquement. Mais c'est le bus qui quitte de King, sinon de Queen, là, l'alignement là. Ou alors le bus qui quitte de Castle Frank pour aller sur Parliament Street, par exemple. Ouais. Il y a... C'est juste l'arrêt, c'est Dundas en fait. Donc je sais juste que c'est Dundas parce que je suis vraiment une habituée du lieu, du bus et tout, ouais. Donc c'est ça. Ouais, bah voilà, si vous cherchez, peut-être en tapant nourriture africaine. Ça s'appelle Tikana la boutique. Tikana, ouais, Ticana. Voilà, bah, si vous voulez manger un petit peu comme au pays, en tout cas, il y a pas mal de choses. Et la dame parle français du coup? Oui, elle parle français. Ah, ça c'est cool. Elle parle français, ouais. Le bon plan francophone. Et toi, Rifat, tu disais que justement que la nourriture, c'était important, que tu as dû adapter un peu ton alimentation. Oui, parce que d'abord, quand mon père était d'abord ici, c'est lui qui préparait tout ça, mais c'était pas vraiment la nourriture vraiment africaine. Mais il fallait que j'aille avec ma mère chercher en fait l'endroit où on vend vraiment la vraie nourriture africaine. Et on devait partir vers chez Divinis, c'est à Scarborough. Divinis Tropical, c'est ça le nom. Et si vous partez, vous allez juste voir ça, c'est à Scarborough. Et on est parti là et ma mère a trouvé de bonnes nourritures. Je crois que ma mère avait eu un contact d'une personne qu'il connaissait. Et je crois qu'elle étudiait avec. Et c'est elle qui a montré ma mère l'endroit vraiment où on vend la nourriture congolaise et africaine en fait. Et c'est par là que, quand ma mère a préparé cela, donc je me suis dit, waouh, je me suis retrouvé. Comme au pays? Ouais. Et du coup, parce que c'est bio en fait, comparé tu vois, certaines nourritures ici. Et tu continues à aller faire tes courses toi maintenant tout seul aussi de ce côté-là? Oui. Si ma mère m'envoie, donc il n'y a pas de souci, je pars. Et quand est-ce qu'on a les plats, nous, pour faire la dégustation? C'est quand la dégustation? Moi, je veux goûter. Bon oui, il n'y a pas de souci. Ok, Ramadan est bientôt terminé, tu vas pouvoir me ramener les plats. Oui. Quels sont les conseils, les amis, que vous auriez aimé? Voilà, tu vois, là, c'est ta mère, elle a eu le conseil avec une copine. Toi, tu avais déjà un petit peu des gens ici qui vivaient là depuis quelques temps. Donc, entre ce qu'eux, ils t'ont dit, les recherches que tu as fait par rapport à tes besoins, parce que c'est pas parce qu'elle est là que vous avez les mêmes besoins. Ouais. C'est quoi les conseils que vous auriez aimé avoir avant d'arriver ici? Ou en tout cas, si c'est pas avant, c'est une fois que vous êtes arrivé ici et vous êtes confronté à... faut ouvrir un compte en banque, faut ouvrir une ligne de téléphone. Est-ce que mon téléphone du pays fonctionne ici? Parce que des fois, les cartes, c'est pas adapté, vous savez. Comment je trouve un appartement? Est-ce qu'on vous avait dit qu'il faut payer le premier et le dernier mois? Voilà, il y a plein de trucs en vrai. Et des fois, même quand on est encore au pays, on se rend pas compte. Moi, quand j'étais en France, dans ma tête, en plus, j'habitais chez mes parents. Ça allait être ma première fois à habiter toute seule à un moment donné. Donc, quoi qu'il arrive, que déjà, si ça avait été à Paris, ça aurait été une toute nouvelle expérience. Là, en plus, je le fais dans un pays qui n'est pas le mien, je le fais dans une langue qui n'est pas la mienne. Bref, il y a des trucs où j'avoue, si j'avais pu avoir une petite souris ici qui allait me donner tous les conseils en mode comme ça, au moins je sais un peu tout, ça m'aurait fait plaisir. Bref, je voulais savoir pour vous quels auraient été les conseils que vous auriez aimé avoir avant d'arriver ici ou au tout début, histoire d'arriver doucement, en douceur, quoi. Moi, vraiment, c'est comme pour la recherche de la nourriture. Quand je dois faire quelque chose, je fais vraiment beaucoup de recherches dessus. Donc, quand je suis arrivée ici, il n'y a pas vraiment grande chose qui m'a étonnée parce que j'avais vraiment fait beaucoup de recherches, comme je le disais. À part le fait pour la SIM, la carte SIM, par exemple, je ne savais pas qu'il fallait aller... par exemple, payer la carte SIM tous les mois. Chez nous, c'est pas comment ça se passe. Si tu veux Internet, tu te fais un transfert, je sais pas. C'est toi qui décides, en fait. Mais ici, c'est comme si c'est programmé, c'est conditionné parce que tu n'as pas le choix. Tu dois payer ta puce là vraiment tous les mois. Et ce que j'aime pas, c'est que parfois, ça varie. Genre, ça peut être moins ce mois, ça peut être plus ce mois.
Et même quand tu appelles pour qu'on t'explique, il y a vraiment une explication. Et puis eux, ils t'expliquent avec le fait que ça a toujours été comme ça chez eux. C'est ça, en fait. Alors que moi, j'arrive pas à comprendre que je suis chez moi, j'ai le Wi-Fi, donc j'utilise ma puce, par exemple, pour Internet, dans la journée, peut-être 3 heures de temps. Donc, comment ça se fait que je paye ce montant à la fin du mois alors que j'ai pas utilisé ma puce pratiquement. C'est ça aussi pour le compte en banque, pour la carte de crédit, comment utiliser la carte de crédit. Pour comment se vêtir aussi, parce que quand j'étais là-bas, je voulais faire des courses, par exemple, pour les doudounes, pour le froid. Ma mère m'a dit, non, c'est pas pareil, parce que ce qu'on vend ici, c'est pas le même froid que là-bas et tout. Mais quand je suis arrivée ici, je me suis rendu compte qu'il y a des boutiques qui vendent des doudounes qui sont plus chauffantes que d'autres. Donc. Ouais. Et par exemple, à l'école aussi, il y a eu un atelier pour savoir comment se vêtir. Par exemple, pour les gants, il y a des gants qui sont beaucoup moins chauffants que d'autres, alors que c'est des gants. Il y en a qui ne savent pas forcément comment se vêtir aussi par rapport au froid. Moi, j'ai plein d'amis qui ont été malades au début parce qu'ils n'ont pas su comment se vêtir convenablement pour sortir, pour aller à l'école. C'est des choses qui paraissent anodines, mais c'est très important parce que les frais de santé, c'est pas moins ici, c'est quand même très coûteux. Donc, ce genre de choses-là, les frais de santé, quand on nous dit que c'est quand même cher, on ne nous dit pas que quand tu viens ici, il faut avoir une assurance à tout prix. Parce que même l'assurance, il faut la payer. C'est très coûteux. C'est vraiment très coûteux. Donc, sur ça, les plans-là, par exemple, la santé, comment se vêtir, banque, puce et tout ça, oui, j'aurais aimé avoir des conseils dessus avant d'arriver ici. Sinon, être mieux éduqué ici, même déjà, avant de prendre des décisions sur certains plans, oui. Et toi, Rifat? Oui, effectivement, oui. Et même si toi, au final, ça a été un peu facilité quand même, parce que c'est ton père, au final, qui pouvait te montrer un petit peu les choses. Puis tu étais encore un enfant, entre guillemets, puisque tu avais une dizaine d'années. Oui. Donc, c'est différent. On ne lâche pas un enfant, déjà, quoi qu'il arrive comme ça dans la nature. Mais pareil, peut-être même en grandissant, du coup, ou peu importe. Mais c'est quoi les conseils que tu aurais aimé qu'on te donne au début? Bon, premièrement, comme Kendra a dit, que lorsque tu viens dans ces pays, il faut savoir que d'abord, il faut s'assurer que tu as fait assez de recherche pour comment s'adapter ici. Et il faut savoir que, comme Kendra a mentionné, que dans ces pays aussi, il fait aussi très, très, très froid. Et ce n'est pas genre l'été, de commencer en janvier jusqu'au mois de décembre. Et tu dois savoir que la vie coûte cher ici, surtout à Toronto. Ça dépend de certaines villes là où tu résides, mais à Toronto, si tu quittes ton pays pour venir ici à Toronto, sache que la vie coûte cher. Et que ce soit sur le plan de santé et la nourriture, ce n'est pas du tout facile. Tu dois te rassurer que tu viens avec assez de montants aussi, si tu as aussi des moyens, bien sûr. Et pour venir dans ces pays, il faut savoir que vraiment, je dois avoir ceci afin que ça puisse m'aider lorsque je vais m'intégrer dans le pays, le Canada, pour m'en sortir. Donc, je peux dire c'est ça. Et selon vous, parce que tu vois, par exemple, on parlait d'avoir des conseils qu'on aurait aimé recevoir et tout, mais selon vous, s'il y avait des choses à faire à mettre en place, tu vois, pour faciliter l'intégration des gens. Alors, par exemple, je sais qu'il y a le centre francophone qui a un petit stand à l'aéroport, comme ça les gens peuvent poser 2-3 questions. Mais s'il y avait d'autres choses peut-être à mettre en place, tu vois, d'ailleurs tu disais, pour la nourriture, ce serait cool de savoir dès le début, par exemple, si tu es de tel endroit du monde, si tu aimes la nourriture de cet endroit-là, va dans cet endroit-là. En plus, la dame, elle parle français, et tu vois. Parce qu'au final, tu vois, moi, ça fait 8 ans bientôt que je suis là, je la connais même pas, cette dame. Alors que ça pourrait être trop cool, tu vois. Ou par exemple, voilà, les vêtements chauds, c'est bien, je trouve qu'à l'école, ils fassent des petits ateliers comme ça, parce que c'est vrai que c'est des trucs importants. Mais est-ce que, selon vous, il y aurait d'autres choses à mettre en place, justement, pour que les gens qui arrivent ici, ils aient une intégration un peu plus facilitée? Moi, je pourrais dire que connecte-toi, quand tu arrives ici dans ces pays, connecte-toi avec une personne probablement qui a pu passer ces épreuves que tu es en train de traverser afin d'acquérir certaines connaissances et afin d'avoir des informations concernant la situation dont tu cherches afin de s'en sortir de ces problèmes. Quand tu dis connecte-toi, c'est quoi? Tu fais des recherches de groupe, tu vas sur Facebook? Oui, tu fais un peu de réseautage, tu cherches en fait de personnes qui ont venus dans ces pays en tant qu'immigrants, bien sûr, et qui ont pu passer dans ton parcours que tu es en train de traverser maintenant. Donc, ils auraient un peu de la capacité de t'orienter à travers
la question dont tu te poses, et afin que tu puisses retrouver une solution. Ouais. Et toi, Kendra, si tu penses à des trucs à mettre en place justement pour que les gens, quand ils arrivent, ils se sentent pas face à une galère de oh là là, il y a des recherches à faire, mais je commence par où? Il y a 1000 trucs à penser. On va pas se mentir, quand on arrive, il y a tout à faire en même temps. Tu vois, tu parlais de ta carte SIM, chercher un appart, machin, enfin, ça fait beaucoup. À quoi tu penses comme chose qui pourrait éventuellement être mise en place? Moi, je dirais déjà que ce qui existe déjà pour parler à ces personnes-là doivent déjà être beaucoup plus honnêtes que ça, parce que c'est vraiment aux gens qui viennent ici de décider s'ils veulent venir ou pas. Parce que quand ils font des annonces ou bien quand ils parlent de certaines entreprises qui existent ici, on nous montre que le bon côté des choses ici, sans forcément dire que voilà le revers de la médaille, en fait. Je pense que d'être honnête sur les deux plans, pour que si quelqu'un veut venir ici, il soit conscient de ce qu'il va venir trouver en réalité, en fait. Parce que ça ne sert à rien de faire venir les gens ici pour au final les conseiller étant sur place. Alors qu'il aurait pu rester chez lui directement et chercher un autre pays où partir pour mieux s'en sortir. Donc je pense que vraiment sur ce plan-là, que de chercher des conseils ou bien des choses encore à mettre sur place ici, ce qui existe déjà doit déjà mettre sur place aussi quelque chose qui pourra montrer aux personnes directement que venez, c'est un bon pays, ça a beaucoup d'ouverture, mais il y a aussi un revers de la médaille qui est là, qui est vraiment indéniable, on ne peut pas le contourner. Pour que quand ils viennent ici, ils savent à quoi s'attendre. Mais par exemple, le centre francophone existe déjà aussi, mais ils doivent aussi dire aux gens qu'ils sont vraiment overbookés. Ils ne répondent pas facilement aux gens, par exemple. Pourtant, c'est un truc que les gens savent que vraiment, on parle full français là-bas et ça peut aider vraiment les gens qui n'ont pas un bon niveau en anglais, mais ils prennent du temps à répondre aux gens et souvent, c'est très frustrant. Moi, par exemple, si je n'avais pas eu des gens qui étaient là pour m'aider, je n'aurais pas eu vraiment forcément le temps de trouver un appartement comme je le voulais, en fait. Mais j'ai dû faire par mes propres recherches, par vraiment du bouche à oreille. Donc, c'est vraiment ça, d'être honnête à la base avec les personnes qui veulent faire venir ici, mais qui sont déjà en train de venir ici et qui leur posent des questions. Pas qu'ils viennent ici et après ils se retrouvent encore de poser des questions encore aux mêmes gens qui leur ont dit venez ici, ça sera comme ci et comme ça. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Donc, je n'ai pas vraiment d'idée sur ce qu'il y a à mettre sur place. Mais je veux que ce qui existe déjà soit vraiment plus modernisé, sinon travailler pour aider les gens qui sont ici et qui cherchent aussi à venir. Oui. Il y a aussi ce truc on revient à ce truc sur les réseaux sociaux, on a tendance à mettre les choses tout beaux, tout belles et tout. Et c'est vrai que c'est un peu pareil pour pas mal de choses. On fait la liste en fait de tout ce qui existe, mais c'est vrai que quand on regarde dans le détail, c'est vrai qu'ils peuvent être très occupés, ça prend du temps, on n'est pas les seuls et c'est forcé que s'il y a un organisme, et je prends ça correspond un peu à ma question d'après, mais c'est vrai que l'organisme principal, c'est vraiment le centre francophone. Ici, quand on arrive, c'est un peu la lumière dans le noir parce qu'on se dit, ouais, ils parlent français, ils ont tellement de services, c'est gratuit. Donc, du coup, c'est cool, mais c'est vrai, et c'est important de le souligner, c'est pas parce qu'ils sont là qu'ils sont la solution à tous vos problèmes. Ça peut prendre du temps, indépendamment de votre situation. Ils peuvent ne pas être en mesure aussi de vous aider et devoir vous aiguiller vers d'autres personnes. C'est important de le dire aussi parce que c'est vrai que voilà, les organismes francophones, vous faites tous les deux partie, c'est pas réellement des organismes puisque c'est des établissements scolaires, mais ça fait partie au final de ces établissements, de ces organismes, de cette communauté francophone. Est-ce que vous auriez vu faire vos études dans une école anglophone? Et oui ou non, pourquoi? Moi, oui. Ouais. Oui. Tu n'aurais pas eu peur de la barrière de la langue ou ce genre de choses? Non, j'aurais eu plus peur de ne pas avoir le résultat qu'il fallait parce que mes parents auraient quand même payé et il fallait que le résultat suive. Donc, c'était beaucoup plus ça ma peur. Mais sinon, oui, ça m'aurait beaucoup plus aidé à avoir un bon niveau en anglais actuellement, je pense. Et de peut-être avoir des contacts dans ce milieu. Parce que là, j'ai vraiment des contacts du côté beaucoup plus francophone. Alors que je suis à Toronto et la réalité est que c'est une ville anglophone, tout simplement. Donc ça m'aurait poussé à faire mes cours en anglais, oui. Et tu trouves qu'il y a réellement une barrière entre le monde franco et le monde anglophone? Je pense que oui, mais ça dépend des personnes. Il y en a qui sont assez curieuses, qui sont amusées d'entendre du français, tout simplement, et qui ne prennent pas ça comme vraiment une barrière importante. Mais il y en a pour qui, oui, ça l'est. Et de manière générale, est-ce que vous pensez que... Parce que c'est vrai que nous, on est contents... Parce qu'on est en situation minoritaire, donc quand on est francophone, on est content de se retrouver entre nous et tout. Mais est-ce que vous trouvez que justement, des fois, on a tendance à être un peu trop peut-être dans notre zone de confort, de se dire,
bah, au final, j'ai pas besoin de trop me prendre la tête en anglais parce qu'au final, bah, mes amis sont francophones, j'étudie dans un endroit francophone, je passe par le centre francophone, donc je vais avoir mes services juridiques peut-être en français si j'ai besoin d'aide. Mon docteur, bah, je parle en français. J'ai cherché un appartement, mais mon propriétaire, bah, il parle aussi le français. Voilà, il y a ce truc aussi des fois de se dire, c'est communautaire et on est content, mais est-ce qu'on reste pas trop peut-être ankylosé, entre guillemets, dans notre zone de confort? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je pense que c'est vrai. Parce que je finis mon stage dans 2 semaines et j'ai aussi fini mes études. Je dois commencer à trouver un travail. Et dans le monde francophone, c'est vrai que on est pas mal nombreux, mais pour trouver du travail dans le milieu francophone, c'est très compliqué. Donc, Ouais. je dois avoir un bon niveau d'anglais pour avoir un bon emploi qui sera assez bien payé. Donc, sur ce plan-là, oui, j'ai pensé avoir du temps en arrivant ici de pratiquer mon anglais, mais je me rends compte qu'après 2 années, je n'ai pas le niveau qu'il faut pour travailler dans un milieu 100% anglophone. 100% anglophone et ça va quand même assez me pénaliser pour trouver du travail alors que je dois travailler, j'ai fini d'étudier. Donc, je pense que oui. Donc, s'il y a un conseil à donner aux francophones là, qui sont vraiment en train de dormir encore parce qu'ils sont en train de parler français, c'est vraiment de leur dire qu'on est à Toronto. C'est vrai que tu as de la chance d'avoir quelqu'un qui parle français à tes côtés pour te faciliter la tâche au quotidien. Mais la réalité est que tu dois travailler. Et si par malchance, tu n'as pas trouvé un travail dans un milieu francophone, il y en a qui quittent Toronto pour aller travailler à Montréal ou à Québec parce qu'ils n'ont pas eu la chance de trouver un travail dans le milieu francophone ici. Donc, oui, je pense que si tu viens à Toronto, dis-toi que c'est quand même comme une chance quand même de pratiquer ton anglais. Donc, ne viens pas ici pour repartir en fait dans le milieu francophone, tout simplement. Donc, oui. En tout cas, de ne pas y rester de trop, de 100% tout le temps. Oui. T'en penses quoi, toi, Rifat? Ah oui, bon. Pour moi, je dirais que pour éviter cette barrière-là, il faut apprendre l'anglais. En fait, de connaître 2 langues pour te faciliter la tâche et d'être Comment ça bilingue. s'est passé pour toi? Parce que tu es arrivé, tu avais 10 ans, tu étais complètement francophone pour le coup. Ouais. Maintenant, au bout de 10-15 ans passés ici, je pense que l'anglais, c'est devenu un truc Oui. plutôt OK, non? Oui, pour moi, c'est facile parce que je suis venu ici à l'âge de 10 ans et bien sûr, auparavant, je ne connaissais pas l'anglais, mais après, je devrais pratiquer, de sortir de ma zone de confort et d'apprendre l'anglais avec mes collègues et aussi regarder de dessins animés et suivre aussi des films en anglais. Ouais, toi, c'est vraiment Et passé par là aussi, Oui. regarder des dessins animés. Mais je trouve, moi, que c'est une très, très bonne technique. Parce que, Oui. du coup, en regardant des dessins animés, d'une, c'est des choses pas violentes, c'est une bonne énergie, c'est cool. Dit la fille qui a été voir Blanche-Neige hier au cinéma, donc c'est pour ça que je suis dans mon délire de Disney. Non, mais je trouve que les dessins animés, d'une, c'est bonne énergie, et de 2, ça utilise un vocabulaire plutôt simple, puisqu'à la base, c'est destiné aux enfants, et du coup, bah, je trouve qu'on fait plus facilement la traduction dans sa tête. En plus, on a l'image, donc moi, je trouve que c'est toujours un bon Oui. conseil, les dessins animés, en tout cas. Parce que ça, c'est la base, en fait. Tu apprends des mots ou des phrases qui est tellement basics. Simple, ouais, c'est Yeah. ça. Et puis, ça va te faciliter la tâche et comme ça, tu auras la facilité de parler anglais. Mais toi, maintenant qui a un peu, donc tu es totalement bilingue parce que ça fait très longtemps que tu es là, Ouais. tu es francophone de base parce que ta langue maternelle, ça reste le français. Mais est-ce que du coup, tu as tendance à rester dans ta zone de confort francophone? Tu as fait des études en français, au final, tu es à la cité. Ouais. Toi qui es totalement bilingue, tu aurais pu choisir de partir dans une école complètement anglophone et faire la suite de tes études, en tout cas Ouais. en anglais, pour, comme disait Kendra, arriver sur le monde du travail et être totalement bilingue, comme on dit en anglais, totalement fluent, pour Ouais. pouvoir être fluide dans une langue comme dans une autre. Ouais. Au final, est-ce que tu as voulu rester dans le milieu francophone par zone de confort ou parce que juste tu étais habitué et que tu voulais faire tes études supérieures en français? Premièrement, le conseil que ma mère me disait, bon, je sais que tu aimes trop parler l'anglais et tout ça, etc. Mais tu sais, la langue française, c'est très important. Il faut t'intégrer dans un milieu francophone afin de ne pas perdre ta langue français. Et puis, tu dois savoir qu'il y a plus d'opportunités quand tu parles de ces 2 langues. Et ça peut t'aider, en fait, de travailler partout dans ces pays. Et j'ai écouté ces conseils et voilà pourquoi je me suis retrouvé à la cité collégiale. Et j'ai dit non, pourquoi pas. Donc déjà, je connais aussi le français et l'anglais. Donc pour moi, il n'y a pas de souci. Et
C'est encore l'autre question. Non, mais non, c'est plus me demander si voilà, c'était par zone de confort ou voilà, toi au final, tu as suivi un peu le conseil de ta mère. Oui. Kendra, j'ai compris que toi, si tu veux travailler, ce serait plus dans le monde francophone. T'aimerais bien en tout cas. Toi, si tu devais choisir, est-ce que tu te limites au monde francophone ou vu que toi, tu as la chance d'être là depuis longtemps et d'être totalement bilingue, bah, tu vas plutôt chercher du travail dans le monde anglophone? Je pourrais dire ça peut être le deux cas, mais pour ne pas perdre ma langue française, je préfère être dans un milieu francophone, honnêtement, pour en fait garder ma langue et puis parce que je sais que je suis bilingue, je ne peux jamais perdre l'anglais. Bah pourquoi? Parce qu'au final, le français, tu n'es pas censé le perdre non plus, vu que c'est ta langue maternelle. Oui, bien sûr, mais plus, parce que je connais, il y a l'un de mon cousin qui est venu dans ce pays, ça fait longtemps, presque de 25 ans. Et qu'elle soit, il a perdu même sa langue française, il parle plus vraiment. Mais il comprend, c'est tout. Mais il parle à la maison le français ou même à la maison, non? Non, il parle seulement l'anglais. Ouais, voilà, je pense que c'est ça. Et ça, c'est bien de le souligner parce que c'est vrai, on l'entend souvent cette histoire de... Mais moi, des fois, ma mère, elle me dit, je comprends pas quand tu parles parce qu'il y a des mots qu'on utilise tellement en anglais. Et en vrai, nous, on est dans une petite enclave ici à Choc FM parce que bah, autour de nous, tout le monde parle anglais. Quand on est dans la rue, quand on va monter dans le bus, quand on va arriver dans notre immeuble, tout le monde va parler anglais. Et du coup, il y a des réflexes de mots. Par exemple, emploi du temps. C'est vrai que je vais tendance à parler anglais à ce moment-là. Je vais dire mon schedule. Sauf que si je dis schedule à ma mère, elle m'a perdu là. Si je lui dis week-end, les trucs qui sont dans le dictionnaire français, oui, il n'y a pas de problème. Mais ce genre de trucs... Mais je trouve quand même que si on le pratique dans son cadre personnel, moi je sais qu'avec mes amis francophones, sauf si on a des petits mots par-ci par-là qui traînent, oui, on va parler français. J'ai tendance à regarder la télé en français aussi. Moi j'aime bien mes petites émissions qui datent de la France, bref, voilà. Mais je me dis, est-ce que je serais capable de perdre mon français à 100%? Bah, moi, personnellement, je sais que ça ne m'arrivera pas parce qu'en plus, j'adore le hip-hop et le rap français. Donc, du coup, j'écoute et du coup, je suis toujours plus ou moins dans un univers francophone dans ma tête. Mais à la limite, j'aurais peur que si je reste trop dans l'univers francophone, je perde mon anglais. Et je rejoins un peu Kendra là-dessus. C'est que, bah, à force de rester dans ma zone de confort un peu francophone, bah, des fois, je vais... Alors que ça fait longtemps que je suis là. L'anglais, je suis devenue bilingue depuis, grâce à Dieu. Mais il y a des moments où je vais être... comment on dit déjà? Et je vais parler à ma copine en anglais et elle va rigoler en disant « Mais tu sais toujours pas dire ça ?» Alors que si, je sais le dire. Mais par moments, comme je vais pas pratiquer mon anglais au quotidien, puisque ici, je fais que parler français, bah, des fois, ouais, c'est plus à l'inverse. Ça dépend, ouais. Moi, j'ai travaillé dans le monde anglophone en arrivant ici. Et donc, du coup, à ce moment-là, j'avais l'impression d'être plus anglophone. Et maintenant que je travaille dans le monde de la francophonie, bah, j'ai l'impression que pas que mon niveau d'anglais il baisse, mais en tout cas qu'il ne progresse pas plus. C'est un peu ce truc-là. Avant qu'on se quitte, les amis, est-ce que vous pourriez nous partager une anecdote positive? Alors, vous avez chacun fait vos portraits, donc je vous avais déjà posé la question dans ces portraits, mais peut-être que vous, sur YouTube, vous n'avez pas regardé les portraits de Kenza et... de Kenza, pas du tout, de Kendra. Pardon, de Kendra, j'ai une amie qui s'appelle Kenza, du coup ma langue peut fourcher à tout moment. De Kendra et de Rifat, mais est-ce que vous pouvez raconter peut-être une autre anecdote positive ou alors re-raconter celle que vous avez pu raconter dans votre portrait, un moment important pour vous, un moment qui a compté à un moment donné, voilà, une petite anecdote positive. Je vais commencer par toi, Kendra. Ouais. Anecdote positive, je dirais... Ici, dans ma salle de classe au collège, j'étais pas la plus jeune, mais c'est quand même parmi les plus jeunes. Et j'ai rencontré deux personnes, un ami camerounais et une autre ivoirienne. Et c'était, en vrai, je ne me suis pas sentie vraiment mise à l'écart. C'est vraiment une anecdote qui est très importante parce que c'est comme mes grands frères maintenant, parce qu'ils sont vraiment plus âgés que moi. C'est ça aussi, être à Toronto, étudier ici, c'est parce que on n'est pas seulement des gens de 25, 24 ans dans la salle. C'est vraiment plusieurs personnes, plusieurs âges confondus. Oui, parce qu'il y a des gens qui reviennent aux études plus tard et tout. Ouais, donc c'était vraiment ça. J'ai rencontré ces deux personnes en particulier qui m'ont vraiment marqué en termes de conseils, d'aide. Surtout quand j'ai déménagé finalement de chez ma copine, que j'étais toute seule. En termes de compagnie, vraiment, c'est des personnes qui m'ont soutenue. Et puis, on se blague en disant, moi, j'ai été au Cameroun, lui, jamais je l'ai connu là-bas. Je suis née en Côte d'Ivoire, elle, jamais je l'ai connue. Et puis, on se retrouve ici, c'est vraiment comme un contraste. Donc, j'ai un peu du Cameroun et un peu de la Côte d'Ivoire. Et puis, à trois, c'est marrant, en fait, de partager cette culture-là qui est un peu plus différente. Mais que je suis la seule à avoir un peu des deux.
Donc, ouais, c'est sur ce plan-là, oui. Ils ont quel âge, eux? 29, les deux. Ah oui, ça va encore. J'ai cru que tu allais me dire, parce qu'il y a vraiment, et c'est important de le souligner aussi, c'est vrai que c'est pas parce que vous retournez à l'école, ou enfin que vous continuez vos études, on va dire, que tout le monde c'est pareil. Il y a des gens qui retournent à l'école, et il y a des gens qui, parce qu'il y a aussi ce truc de j'arrive avec mon diplôme de mon pays, qui n'est pas forcément reconnu ici. Exactement. Donc des fois, il faut faire une petite, soit formation, soit refaire un petit bout d'études. Et du coup, des fois, on peut se retrouver en classe avec des personnes qui ont le double de ton âge. Ça peut arriver aussi. Et toi, Rifat, une petite anecdote positive, un moment que tu te rappelles. Alors, toi, ça fait très longtemps que tu es là, donc on ne va pas te rappeler forcément tes 10 ans, mais peut-être même quelque chose qui est arrivé là en étant à la cité. Bref, une anecdote un peu positive par rapport à ton parcours d'immigrant, par rapport à ta francophonie, peu importe. Pour moi, il y avait un événement qui s'est passé, qui a eu lieu, je crois que c'était l'année passée, en 2024. À la cité collégiale, je devrais participer dans une conférence où on parlait genre comment aider les jeunes gens à leur sortir de leur zone de confort vers un monde glorieux. Et il y avait notre madame qui était là, présente, et qui parlait comment de sa vie, ce qu'elle a pu traverser, et comment elle a pu arriver dans ce domaine de professeur, d'enseignante. Donc elle vous a raconté son parcours personnel, de quand elle est arrivée ici jusqu'à son poste de professeur, c'est ça? Oui. Et donc c'était pour moi touchant. Pourquoi ça t'a touché justement? Parce que ça t'a donné espoir? Pourquoi? Oui, ça m'a donné espoir parce que il disait que il y avait des moments qu'elle traversait, des moments difficiles. Bon, je ne me rappelle plus parce qu'elle disait beaucoup de choses en même temps. Mais elle disait qu'il y avait des moments qu'elle traversait où elle avait vraiment rien du tout comme argent de poche, etc. Mais aujourd'hui, elle a pu avoir les choses qu'elle manquait auparavant. Et donc, c'est ça. Et cela m'a donné un peu... ça m'a inspiré, ça m'a donné la foi, en fait, de persévérer, peu importe des moments que nous pourrons faire face comme épreuve. Ouais. Et avant qu'on se quitte pour de bon, si vous deviez donner votre conseil, le conseil à garder en tête pour des personnes qui viennent d'arriver ou, comme d'habitude, j'aime bien parler des gens qui préparent leur voyage, parce que je trouve que, comme Kendra disait, c'est à ce moment-là où normalement on se pose plein de questions, on fait plein de recherches parce qu'on essaye de se dire j'anticipe au maximum, même si au final il y aura des surprises, même si au final une fois arrivé sur place vous allez dire oh là là mais j'avais tellement pas pensé à ça. Mais avec le recul de votre expérience personnelle chacun, ce serait quoi ton conseil ultime à toi, Kendra? Ce serait le même que pendant mon portrait. Venir ici, compter sur soi-même mais être bien entouré. Ok, très bon conseil. Ouais. Être bien entouré, c'est très important parce que quand on arrive dans un autre endroit, des fois on a envie de copier un peu ce qui se passe chez les uns, chez les autres. Et s'inspirer, c'est bien, copier pas forcément parce qu'on est tous différents et chacun sa route, chacun son chemin, comme disait tonton David. Et toi, Rifat, ton conseil ultime, ce serait quoi? Mon conseil, tout ce que je peux dire, c'est de se concentrer. Se focaliser dans ce que tu veux dans la vie afin de réussir. Et aussi, comme Kendra dit, soyez entouré des bonnes personnes et afin que ces personnes-là puissent vous donner aussi. Parce que si tu es entouré des mauvaises personnes, ils vont te détacher vers le chemin, vers ta destinée. Ils vont te détacher de ton but. Ouais. Alors, sois entouré des bonnes personnes et aussi compter sur Dieu. C'est tout ce que je peux dire. Compter sur Dieu. Eh ben, merci à tous les deux d'avoir participé une nouvelle fois à cet épisode de Résonance de l'immigration. Merci aussi d'avoir participé en amont déjà, personnellement, chacun de votre côté, à d'avoir partagé vos parcours d'immigration. Parce que, comme on l'a dit, c'est toujours un petit peu personnel, c'est toujours un peu des fois tabou de revenir sur certains trucs, surtout quand on parle d'expériences un peu négatives. C'est pas toujours ce qu'on a envie de mettre en avant. On est dans une société où la paillette, tout ce qui est beau, tout ce qui brille, c'est plus important que mettre le doigt sur des trucs un peu compliqués sur son parcours. Mais moi, je trouve que justement, c'est en parlant des petits cailloux dans la chaussure qu'on a,
qu'on peut prévenir les autres et passer le bâton de façon un peu plus bienveillante. Et on parlait de conseils, on parlait de ce truc-là, voilà. Moi, je garderais surtout ça, rester bien concentré et rester surtout entouré de gens qui vont vous apporter quelque chose. Oui, c'est bien de rencontrer des nouvelles personnes, mais si c'est des mauvaises personnes, entre guillemets, ou qui n'ont pas un fond bienveillant, peut-être que ça va vous détourner un peu de votre but. Et comme vous arrivez dans un endroit où vous ne connaissez pas forcément du monde, des fois, ça peut peut-être vous emmener vers un chemin qui est un peu plus dark, un peu plus sombre que prévu. Donc voilà, restez bien concentré et surtout rappelez-vous pourquoi vous êtes venu ici. Si c'est pour faire vos études, restez concentré sur les études. Si c'est pour découvrir la vie, découvrez la vie avec des personnes qui vous veulent du bien. Ça fait toujours plus plaisir. En tout cas, merci beaucoup pour votre temps et puis surtout pour votre générosité d'avoir autant partagé. Merci à vous. Merci. C'était Nathalie Salmeron dans ce dernier épisode de Résonance de l'immigration. Et je rappelle que ce projet a été rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. À bientôt. Vous écoutiez Résonance de l'immigration, dialogue interactif pour une francophonie plurielle inclusive sur les ondes de Choc FM 105.1. Pour retrouver l'ensemble des épisodes en mode balado, rendez-vous sur chocfm.ca ou en vidéo sur YouTube.